extrêmement chaud, est aujourd'hui une espèce d'éponge où chaque point, là n'est pas une galaxie, mais un amas de galaxies. Bon, voilà. Donc ça, c'est un fait, c'est des faits d'observation. C'est la géographie de l'univers. Alors maintenant, je voudrais connaître l'histoire, je voudrais connaître la géographie, mais j'aimerais bien en connaître aussi la répartition. Comment la masse se répartit-elle? Alors, nous en astronomie, comment dirais-je, on fait assez facilement mesurer les distances. Hein. Bon, je ne vais pas en faire une pour là-dessus, c'est facile. En gros, c'est très simple. C'est la même manière que vous êtes au volant de votre voiture la nuit, vous conduisez une voiture et vous voulez doubler. Puis il y a un gars qui avance en sens inverse. Bon, vous estimez la distance. Alors évidemment, vous êtes trompé si c'est une Ferrari avec une lampe électrique ou une De Choix avec un phare de marine. Enfin, évidemment. Et si c'est une voiture normale, hein, vous savez si vous avez le temps de doubler ou pas. Ben, c'est un peu comme ça qu'on s'y prend. On a les distances des objets. Alors, nous regardons une étoile, une galaxie, peu importe. Nous mesurons la quantité de lumière qui arrive sur Terre et nous mesurons la distance. Donc on en déduit la quantité d'énergie qui part de l'objet. Donc vous voyez, en regardant ce qui brille dans le ciel, on trouve assez facilement la quantité d'énergie émise, donc la masse. En gros, plus une étoile est grosse, plus elle émet de lumière, et on a trouvé une relation entre la masse de l'objet et sa luminosité. C'est assez simple, vous regardez ce qui brille, vous mesurez la distance, vous regardez ce qui est sur Terre, vous avez ce qui part de l'objet, donc vous avez sa masse. Bon, voilà la manière de mesurer la masse. Il y a une deuxième manière de mesurer la masse. C'est Einstein ou Newton. C'est-à-dire un objet, s'il est très massif, on tourne autour de lui très vite, rotation de la galaxie. Et s'il est peu massif, on tourne autour de lui plus doucement. Donc vous regardez le mouvement des corps, et par le mouvement des corps, vous en déduisez la masse. Le problème, c'est quand vous mesurez le même objet par ce qui brille ou par ce qui bouge, il y a 10 fois plus de masse qui bouge que de masse qui brille. C'est un astronome suisse qui s'appelait Zwicky, dans les années 1930, avait compris ça. Il a été traité de farfelu et de fou par ses collègues. Il n'est pas farfelu ni fou, il avait trouvé la bonne chose. Et en gros, il manque la masse. Alors, cette matière qui manque, on l'appelait matière noire. En gros, le mot noir, ça veut dire on n'y comprend rien. Hein. Mais matière noire, ça n'a rien à voir avec la peinture noire, le corps noir, non, c'est rien à voir avec la couleur noire, etc. Matière noire. Bon. Alors moi, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, nous étions dans les années 60, aucun d'entre vous n'était né ici, et j'avais suivi un séminaire, en fait, je n'avais pas trop bien compris, et l'orateur disait, il y a la matière manquante, la matière noire, mais dans 5 ans, on aura trouvé. Hein. Bon, ils n'ont pas changé d'avis, ils disent toujours que dans 5 ans, ils trouveront. Et donc, il y a la matière noire. Très bien. Et pour vous dire un peu le climat, quand on est quelqu'un de mon âge, on est membre de jurys de thèse, on préside des jurys de thèse. Et les thèses en astronomie sont conviviales. Hein. Je veux dire que en littérature, ils s'engueulent. Hein. Bon, c'est un fait. Hein. En astronomie, on dit du bien du candidat, on boit du champagne, on s'embrasse, la maman est là, elle est rouge de plaisir qu'on ait dit du bien de son petit, la petite amie vient, elle dit j'ai bien choisi, enfin, tout le monde est content. Hein. Donc ça se passe bien. Et donc le candidat se pointe, il dit il y a la matière qui brille, il y a la matière qui bouge, il y a 10 fois plus de masse qui bouge, gna gna gna, et il y a mon petit, et il dit il y a 8 théories. Des particules élémentaires, des trous noirs, des planètes, enfin, etc. Il y a 8 théories pour expliquer ça. Et il explique que parmi les 8 théories, il y en a 7 de totalement stupides, il explique pourquoi, et une 8e intéressante, la sienne. Et il conclut son exposé en disant que il faut continuer. Alors on l'embrasse, on le félicite, on lui donne sa thèse, on boit du champagne, on rentre chez soi. La semaine d'après, il y a un autre candidat qui se pointe, qui dit il y a la matière qui brille, la matière qui bouge, il y en a 8 théories qui existent, il y en a 7 stupides, dont celle de la semaine d'avant, hein, et puis une intéressante, la mienne. Eh bien écoutez, quand vous avez précisé 10 jurys de thèse, vous comprenez qu'on n'y comprend rien. Bon, la matière noire, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ah ben, c'est pas fini. Moi, j'ai appris à mes étudiants pendant 40 ans que l'univers est en expansion, mais que la matière, les galaxies présentes, les étoiles, freinaient cette expansion. Et donc, forcément, cette expansion qui est freinée, tout devait retomber, ou pas. Est-ce que l'expansion, elle est freinée, puis elle continue indéfiniment, ou bien on se dire que c'est freinée au point de retomber. C'est-à-dire après le Big Bang, il y a le Big Crunch, ou après le grand boom, il y a le grand effondrement. Alors vous prenez une police depuis 40 ans, vous verrez que je change d'avis tous les 5 ans, en fonction des dernières nouvelles. Hein. Bon, d'accord. Et puis en 1998 ou 17, je ne sais plus, un de nos collègues annonce une supernova, une étoile qui a explosé, et pas située au bon endroit. Elle est trop loin. En fait, elle est au bon endroit. Mais tout se passe comme si l'expansion de l'univers était accélérée. Moi, je n'y ai pas cru. Puis attendez, on ne peut pas accélérer l'expansion de l'univers. Puisque l'univers, c'est tout. Pour accélérer, il faut donner de l'énergie. Or, il n'y a pas d'énergie en dehors, puisque l'univers, c'est tout. Et puis, il a fallu se rendre à l'évidence. Les années 2000, l'expansion de l'univers est accélérée. Et qu'est-ce qui peut l'accélérer? De l'énergie. Mais de l'énergie qui est dedans. Et comme Einstein nous a expliqué
que matière et énergie c'est la même chose, que la matière est une forme condensée d'énergie, alors il a fallu se rendre à l'évidence. Il y a de l'énergie noire. Noire, c'est qu'on n'y comprend rien. Hein. L'énergie noire. Bon. Et quand je refais le bilan, de quoi a fait l'univers? Et bien, le bilan est suivant. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on a eu depuis 2 mois. En gros, l'univers est fait à 68,3% d'énergie noire, dont on n'a aucune idée de ce que c'est. Il est fait à 26,8% de matière noire, dont on ne sait pas ce que c'est. Et il reste 4% de matière ordinaire, atomes et molécules, dont on n'a vu 1%. Donc vous voyez, au bout de 6 000 ans d'efforts, on a trouvé 1%. Donc on est enfin un métier où on ne risque pas le chômage. Alors, maintenant, donc, vous avez des armées de physiciens qui prennent des armées d'étudiants qui espèrent trouver la matière noire et l'énergie noire. Chacun espérant un prix Nobel. Maintenant, on est entre nous là. Et je vais vous dire quelque chose, promettez-moi de ne pas le répéter. Si on va dire, vous voyez, il est très âgé, Alzheimer, il dit n'importe quoi, etc. Imaginez 2 minutes que je change la loi de la gravitation. Attendez, je n'ai pas dit qu'il faut changer Newton-Einstein, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit imaginez. Toutes les lois de physique fondamentales ont une limite. C'est-à-dire, l'interaction forte qui tient dans votre corps vos protons et vos neutrons, elle est à échelle très courte, elle ne va pas très loin, sinon vous tueriez tout le monde autour de vous. L'interaction faible, pareil. L'électromagnétisme, quand vous avez un point, que vous mettez suffisamment loin d'un point, il y a autant de charges positives que négatives. On appelle en physique le rayon de Bayes, etc. Autrement dit, toutes les forces de physique que nous connaissons ont une coupure en endroit donné. La gravitation n'en a pas. Une galaxie à l'infini vous attire, moins fort qu'une galaxie proche, mais vous attire de la même manière. Imaginez que je mette à la loi de la gravitation une coupure à une distance qu'on n'a jamais pu le vérifier, style au-delà de la galaxie. Tout ce que je viens de vous dire sur matière noire ou énergie noire est à mettre au panier. Alors les gens qui disent ça, c'est 10% de la population, sont traités de débiles profonds par leurs collègues. Donc 90% des gens disent on va chercher la matière noire et l'énergie noire, et 10% disent je vais modifier la loi de physique. Moi je ne travaille pas là-dessus. Je dis simplement en tant que témoin, quel que soit le résultat, qu'on trouve la matière noire, qu'on trouve l'énergie noire, ou qu'on change la loi de physique, c'est passionnant. Mais on en est au point où une grande question est posée. Vous voyez comment la science avance. On se pose une question, elle est remplacée par 3 autres, à chaque fois on avance, il y a des acquis quand même, c'est pas du temps permanent, mais il y a toujours des grandes questions qui sont posées, et c'est pour ça que la science est si passionnante. Et une activité qui n'a pas bougé depuis des millénaires, depuis des siècles, c'est pas un signe de bonne santé. Et donc la science avance, mais comment? Alors maintenant, ça résume la situation. Vous voyez, ça, c'est l'ensemble des théories, et ça, c'est les preuves. Hein. Alors, ne dites pas, n'êtes pas avec physicien, parce qu'il y en a qui vont m'étrangler. Hein, mais je dis aux jeunes, ne faites pas une thèse sur le sujet. Vous serez de la chair à canon. C'est-à-dire qu'on utilise plein de jeunes qu'on lance là-dessus, et évidemment, dans toutes ces pistes, il y en a peut-être une qui marchera, mais il y en a tellement qui ne marcheront pas. Souvenez-vous la théorie des cordes, qui n'est plus à la mode, alors qu'on a formé des centaines de jeunes dans cette direction. Ça donne des chômeurs, à moins qu'ils se reconvertissent à temps. Mais attention à des sujets. Faites ça quand vous avez un poste fixe, faites pas ça. Alors vous avez compris que 2 satellites ont donné des résultats merveilleux ces derniers mois, annoncés au mois de mars. D'une part, le satellite de Planck, et d'autre part, c'est Herschel. Voici une maquette. Les voici tous les deux dans le nez de la fusée qui les a lancés. Le satellite Planck avait pour but de voir l'univers dans les longueurs d'onde millimétriques, c'est-à-dire cette lumière primitive, et de voir aussi les galaxies, de voir plein de choses. Et cet Herschel avait pour but de voir l'univers plutôt en infrarouge, c'est-à-dire formation des étoiles, galaxies, etc. Et donc là, je ne vais pas vous dire tout ça, vous allez avoir des conférences sur le sujet. Laissez-moi simplement vous donner quelques résultats très rapidement. Alors d'abord, quand on veut représenter une sphère et qu'on la projette sur un plan, ça va vous donner évidemment une ellipse, parce que sinon, un rectangle, les pôles seraient trop grands, et la Terre qui est une sphère, on la projette sur un plan, le ciel qui est une sphère, on la projette sur un plan. Bon, vous connaissez cette approche-là. Eh bien, pour avoir la lumière primitive, 3 satellites ont été lancés successivement. Les années 90, c'est un satellite américain qui s'appelle COBE. Les années 2000, c'est un satellite américain qui s'appelle WMAP. Les années 2010, c'est un satellite européen qui s'appelle Planck. Et ça vous résume bien, voici la qualité, voici tout le ciel en millimétrique. Ceci vaut le prix Nobel, puisqu'on constate que le rayonnement que l'on a ici, eh bien, il n'est pas totalement homogène, mais il y a des petites disparités. Ceci est précisé par WMAP 10 ans plus tard, et par Planck au mois de mars dernier. Et vous voyez comment ça se passe? Les États-Unis, ils ont agi très vite pour faire un machin très simple, pour avoir la première découverte du Nobel. L'Europe,
s'est réuni, a discuté, est revenu, a mis 20 ans pour faire un truc superbe, mais 20 ans plus tard. Et là aussi, je dis toujours qu'en Europe, dans les gouvernements et dans les centres de décision, on devrait mettre des visionnaires là où on installe des gestionnaires. Et qui veulent faire des économies, etc. Ce qui fait bon, les autres passent devant. On aurait très bien pu faire copier avant eux. Mais, alors cela dit, ce qu'on a fait, super, Planck, c'est extraordinaire. Enfin, pourquoi on l'a pas fait 20 ans plus tôt, hein? Enfin, dites pas ça à la Touché, parce qu'il va... Non, c'est un bon copain, il va rigoler. Ça va. Et donc, en gros, vous voyez la précision. Évidemment, Planck est beaucoup mieux. Alors, tout ceci a été annoncé au mois de mars. Donc, au mois de mars, on vous a dit qu'on avait vieilli 80 millions d'années. Et l'âge de l'univers, attention, l'âge de l'univers, c'est pas sa création. L'âge de l'univers, c'est l'histoire que nous remontons. C'est 13,82 milliards d'années. Et ce qui est très important, c'est de voir qu'il y a des points rouges, des points bleus, et qu'entre ces différents points, il y a une très légère différence de température. Petite différence de température, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Sans ça, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles.